Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Cette vidéo est consacrée au célèbre lemme de décomposition des noyaux, qui joue un rôle important en algèbre linéaire, et plus précisément dans l'étude de la réduction des endomorphismes. Si U est un endomorphisme d'un K-espace vectoriel, ce résultat permet d'exprimer le noyau de tout polynôme en U comme une somme directe de noyaux similaires, mais en un sens plus petit, et qui sont autant de sous-espaces stables par U. Comme on va le voir, ce résultat peut conduire à une réduction intéressante pour l'endomorphisme U. En dimension finie, ceci se traduit par l'existence d'une base dans laquelle U est représentée par une matrice assez simple, ce qui peut signifier par exemple triangulaire par bloc, ou même triangulaire tout court, ou dans certains cas carrément diagonale. Avant de rentrer dans le détail des explications, précisons que les prérequis sont pour l'essentiel rassemblés dans la vidéo Polynôme d'endomorphisme, qui est consultable en cliquant sur le lien visible en haut de l'écran. Voici donc l'énoncé du lemme de décomposition des noyaux. On considère un K-espace vectoriel grand E, ainsi qu'un endomorphisme U, et on se donne par ailleurs des polynômes P1, etc. PR appartenant à K crochet X, avec R supérieur ou égal à 2, ces polynômes étant 2 à 2 premiers entre eux. Et l'on note encore P, leur produit. Dans ces conditions, le noyau de P de U est égal à la somme directe des noyaux des PI de U. On va démontrer ce résultat par récurrence sur l'entier R, en commençant par traiter le cas R égale 2. Pour cette phase d'initialisation, il faut prouver trois choses. Premièrement, que la somme des noyaux des PI de U est directe. Ensuite, qu'elle contient le noyau de P de U. Et enfin, que l'inclusion réciproque est vraie. On va se servir de l'identité de Bézout pour les polynômes. P1 et P2 étant premiers entre eux, on sait qu'il existe deux polynômes, A1 et A2 appartenant à K crochet X, tels que A1P1 plus A2P2 est égal au polynôme constant 1. Il s'ensuit que A1 de U rond P1 de U plus A2 de U rond P2 de U est égal à l'identité. Et donc que pour tout vecteur X de E, A1 de U rond P1 de U de X plus A2 de U rond P2 de U de X est égal à X. On peut maintenant établir le premier point. Pour cela, il suffit de voir que l'intersection des noyaux de P1 de U et de P2 de U est réduite au singleton vecteur nul. Or, si X est dans cette intersection, alors A1 de U rond P1 de U de X est nul, et A2 de U rond P2 de U de X est aussi nul, et donc X est nul d'après la relation étoile. Pour le second point, considérons X appartenant au noyau de P de U, et utilisons encore la relation étoile pour écrire ce vecteur sous la forme X égale X1 plus X2, avec X1 égale A2 de U rond P2 de U de X, et X2 égale A1 de U rond P1 de U de X. Étant donné que deux polynômes en un même endomorphisme commutent, on voit que P1 de U de X1 est égal à P1 de U rond A2 de U rond P2 de U de X, et en faisant donc commuter, ceci est encore égal à A2 de U rond P1 de U rond P2 de U de X, c'est-à-dire A2 de U rond P de U de X est donc égal au vecteur nul. Ceci montre que X1 appartient au noyau de P1 de U. De la même façon, on voit que X2 appartient au noyau de P2 de U, et on a donc bien prouvé que le noyau de P de U est contenu dans la somme directe des noyaux de P1 de U et de P2 de U. Enfin, troisième point, l'inclusion réciproque est vraie, car si X est égal à X1 plus X2 avec X1 dans le noyau de P1 de U et X2 dans le noyau de P2 de U, alors P de U de X1 est égal à P1 de U rond P2 de U de X1. En faisant commuter, cela donne P2 de U rond P1 de U de X1, et donc égal au vecteur nul. Et P de U de X2 est égal à P1 de U rond P2 de U de X2, qui est encore égal au vecteur nul. D'où par linéarité, P de U de X est égal au vecteur nul. Et ceci montre bien que la somme directe des noyaux de P1 de U et de P2 de U est incluse dans le noyau de P de U. Ceci termine l'initialisation de notre preuve par récurrence. On n'a pas encore terminé, mais rassurez-vous, le plus gros est fait. On passe donc maintenant à l'hérédité. On suppose la propriété établie au rang R, pour un certain R supérieur ou égal à 2, puis on se donne R plus 1 polynôme P1, etc., P indice R plus 1, 2 à 2 premiers entre eux.
En notant Q le produit des PI pour I variant de 1 jusqu'à R, on constate que Q et PR plus 1 sont premiers entre eux. En effet, dans le cas contraire, il existerait un polynôme irréductible grand A divisant simultanément Q et P indice R plus 1. D'après le lemme d'Euclide, grand A devrait diviser l'un des PI pour I entre 1 et R, tout en divisant PR plus 1, ce qui est absurde. On peut donc invoquer le cas R égale 2 pour affirmer que le noyau de P de U est égal à la somme directe du noyau de Q de U et du noyau de P indice R plus 1 de U. Ensuite, grâce à l'hypothèse de récurrence, on peut remplacer le noyau de Q de U par la somme directe des noyaux des PI de U pour I compris entre 1 et R, et le tour est joué. On a bien prouvé que le noyau de P de U est égal à la somme directe pour I variant de 1 à R plus 1 des noyaux de PI de U. Voyons maintenant à quoi va bien pouvoir nous servir ce résultat. Une première application est un critère de diagonalisation, à savoir que, étant donné un endomorphisme U d'un K espace vectoriel de dimension finie, cet endomorphisme est diagonalisable si et seulement si il existe un polynôme P dans K crochet X, scindé, à racine simple et annulateur de U. Supposons pour commencer que U est diagonalisable, c'est-à-dire que E est la somme directe des sous-espaces vectoriels propres pour U. On écrit E égale somme directe des EI pour I de 1 jusqu'à R, avec EI qui désigne le noyau de U moins lambda I identité, et ceci pour chaque I entre 1 et R. Et les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda R désignent les valeurs propres distinctes de U. Considérons le polynôme P égal au produit pour J variant de 1 jusqu'à R des grands X moins lambda J, polynôme qui est manifestement scindé dans K crochet X et à racine simple. Pour chaque indice I compris entre 1 et R, en appliquant l'endomorphisme P de U à un vecteur X appartenant à EI, on obtient P de U de X est égal à U moins lambda 1 identité, rond, etc., rond, U moins lambda R identité de X. Or, les endomorphismes U moins lambda I identité pour I entre 1 et R commutent 2 à 2, puisque ce sont des polynômes en un même endomorphisme. On peut donc modifier l'ordre des facteurs et appliquer à X l'endomorphisme U moins lambda I identité en premier, ce qui donne déjà le vecteur nul. Il est donc clair que P de U de X est égal au vecteur nul. Puis, comme tout vecteur de grand E peut s'écrire sous la forme d'une somme x1 plus etc. plus xr avec xi dans EI pour tout i, on voit par linéarité que P de U de x est nul, pour tout x dans grand E. Autrement dit, P de U est l'endomorphisme nul, et donc P est un polynôme annulateur de U. Réciproquement, supposons l'existence d'un polynôme Q dans K crochet X, scindé et à racine simple, qui soit annulateur de U. Posons grand Q égale produit pour J variant de 1 jusqu'à un certain S des X moins alpha J, où les scalaires alpha 1 jusqu'à alpha S sont 2 à 2 distinctes. Les polynômes X moins alpha J pour J compris entre 1 et S sont 2 à 2 premiers entre eux, et l'on peut donc appliquer le lemme de décomposition des noyaux. Ceci conduit à l'égalité suivante. Le noyau de Q de U est égal à la somme directe pour J variant de 1 jusqu'à S des noyaux de U moins alpha J identité. Le membre de gauche n'est autre que grand E puisque Q de U est par hypothèse l'endomorphisme nul. Quant aux noyaux qui apparaissent dans le membre de droite, certains sont éventuellement réduits au singleton nul, ils correspondent aux indices J pour lesquels alpha J n'est pas une valeur propre de U. Mais on peut limiter la somme directe aux autres indices, et il reste alors que E est la somme directe des sous-espaces propres de U. Ceci montre que U est diagonalisable, et notre théorème est démontré. Ajoutons que dès qu'on a trouvé un polynôme annulateur pour un endomorphisme U, on sait que le spectre de U est contenu dans l'ensemble des racines dans grand K de ce polynôme. Ceci a été expliqué en détail dans la vidéo sur les polynômes d'endomorphisme. Voyons maintenant 3 exemples d'utilisation du critère précédent. Premier exemple, les projecteurs d'un R espace vectoriel de dimension finie sont tous diagonalisables, puisqu'ils sont annulés par le polynôme x carré moins x, qui est scindé dans R crochet x, et à racine simple. On peut d'ailleurs généraliser en remplaçant grand R par un corps quelconque. Exemple 2, les symétries d'un R espace vectoriel de dimension finie sont toutes diagonalisables, puisqu'elles sont annulées par le polynôme x carré moins 1, qui est scindé dans R crochet x et à racine simple. Attention ici, on peut généraliser en remplaçant grand R par un corps de caractéristiques différentes de 2. Et oui, il faut faire attention puisque en caractéristique 2, les scalaires moins 1 et 1 sont égaux, et le polynôme x carré moins 1 s'écrit aussi
x-1, le tout au carré, et il possède une racine double. D'ailleurs, en caractéristique 2, les symétries ne sont pas nécessairement diagonalisables. On le voit, par exemple, avec l'endomorphisme U de l'espace Z sur 2Z carré, canoniquement associé à la matrice grand M suivante. On calcule M carré, et on voit qu'en ligne 1, colonne 2, on trouve classe de 1 plus classe de 1, c'est-à-dire classe de 0, et donc M carré est égal à la matrice unité, ce qui prouve que U est une symétrie. Mais U n'est pas diagonalisable, car sinon, la seule valeur propre de U étant classe de 1, la matrice M serait semblable à la matrice unité, donc égale à la matrice unité, ce qui est absurde. Exemple 3. On considère maintenant un endomorphisme diagonalisable U, ainsi que l'application grand phi, qui va de L de E dans lui-même, et qui a un endomorphisme petit f, associe f rond U. Je ne vais pas détailler le fait que phi est linéaire. Attention toutefois de bien voir que phi appartient à L de E. Question. Phi est-il diagonalisable? Là encore, le critère présenté plus haut va nous donner la réponse assez facilement. Comme U est diagonalisable, on sait qu'il existe un polynôme P, donc accroché X, scindé, à racine simple et annulateur de U. Notons-le, grand P égale sigma pour k variant de 0 jusqu'à d, des A indice k, grand X puissance k. Alors, pour tout endomorphisme petit f, P de phi de f est égal à la somme, pour k de 0 à d, des A indice k, phi puissance k de f. Or, par une récurrence immédiate, on voit que pour tout antinaturel k, phi puissance k de f est égal à f rond u puissance k. Et donc, P de phi de f est donné par la somme pour k variant de 0 jusqu'à d, des ak, f rond u puissance k. On va écrire en factorisant à gauche par f, sous la forme f rond p de u. Et donc, ceci est égal à l'endomorphisme nul. Moralité, p est aussi annulateur de phi, et on a montré que phi est diagonalisable. Ajoutons deux remarques. Tout d'abord, on vient d'utiliser le critère dans les deux sens. En effet, comme U était supposé diagonalisable, on en a déduit l'existence d'un polynôme scindé à racine simple et annulateur de U. Puis de l'existence d'un polynôme scindé à racine simple et annulateur de phi, le même polynôme, on a déduit que phi est diagonalisable. Deuxième remarque, toujours sous l'hypothèse que U est diagonalisable, on voit que l'application psi, qui va de L de E dans lui-même et qui a petit f associe U rond f, est un endomorphisme diagonalisable de L de E. L'argument est en tout point similaire à celui qui a servi pour phi. En outre, phi et psi commutent. En effet, pour tout f dans L de E, phi rond psi de f est égal à U rond f rond U, et donc par associativité de la loi rond, est encore égal à U rond f rond U, c'est-à-dire à psi rond phi de U. Et d'après un lemme classique qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo, les endomorphismes phi et psi sont simultanément diagonalisables, c'est-à-dire qu'il existe une base de L de E constituée de vecteurs propres pour phi et pour psi. Et de cela, on peut par exemple déduire que les endomorphismes du type L de E dans L de E qui a petit f associe une combinaison linéaire de f rond U et de U rond f, avec deux coefficients alpha et bêta scalaires arbitraires, tous ces endomorphismes sont diagonalisables. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, mais l'exploration des conséquences du lemme de décomposition des noyaux ne l'est pas. Elle va se poursuivre dans d'autres vidéos que je vous invite dès maintenant à consulter, dès qu'elles seront disponibles. Merci pour vos commentaires, sans oublier le petit pouce bleu, et je vous invite aussi à visiter le blog MathOS dont l'adresse figure en bas de l'écran. Bonne journée à vous et à bientôt.